Un jour à la salle de sport, j'ai repéré un inconnu avec, sur l'avant-bras, un tatouage qui représentait le visage de mon père. Ce choc, je ne l'aurais jamais imaginé. Mon père, ça faisait 1 an qu'il était mort dans un accident de voiture, et il m'avait fallu des mois avant d'avoir le courage de me faire tatouer un portrait de lui pour ne pas l'oublier. Après avoir longtemps cherché, j'avais déniché le meilleur tatoueur du coin, spécialisé dans le réalisme, et je lui avais confié la photo que je préférais de mon père. Le résultat était bluffant, chaque détail me ramenait à lui, comme si je l'avais devant moi. J'étais si fier de l'avoir sous la peau, je l'ai montré à tout le monde autour de moi pendant des mois. Et puis j'ai changé de salle de sport pour en prendre une plus proche du boulot. Un matin, alors que je courais tranquillement sur le tapis, le gars sur la machine à côté a levé le bras pour remettre ses écouteurs. Et j'ai entrevu un portrait tatoué qui, sur le coup, m'a figé. Je me suis penché discrètement et là, j'ai eu la sensation que mes jambes allaient me lâcher. C'était le visage de mon père, mais vraiment lui, pas juste une ressemblance. Les mêmes yeux, le même sourire, tout était là. Je le fixais tellement qu'il a fini par s'en rendre compte et m'a regardé d'un air bizarre. J'ai bafouillé « Il est dingue ton tatouage. C'est qui ?» Et lui de répondre, presque en souriant, que c'était son père, mort il y a quelques années. J'ai eu le souffle coupé. Sans rien dire, j'ai remonté ma manche et montré mon avant-bras. Il a baissé les yeux, puis a vu le sien, et son visage est devenu livide. C'est pas possible. C'est mon père. On est descendu des machines pour filer au vestiaire, loin des regards. Il n'arrêtait pas de comparer les 2 tatouages, le sien et le mien, comme s'il voyait un fantôme. Je lui ai demandé comment il s'appelait. Colin, qu'il me dit, tout tremblant. Mon père s'appelait Noah Hutchinson. Il est mort en mars dernier. Accident de voiture. Le sol s'ouvrait sous mes pieds. Mon père aussi s'appelait Noah Hutchinson. Mort en mars, accident de voiture. Colin s'est effondré sur le banc et s'est pris la tête dans les mains. On était resté là sans rien dire, jusqu'à ce qu'il me demande s'il y avait eu une cérémonie. J'ai répondu non. Mon père avait toujours refusé d'en avoir une. Il voulait seulement être incinéré, sans rien de plus. Colin me regarde et me lâche. C'est ce que ma mère a dit aussi. Voilà pourquoi nous, on s'est jamais croisés. On a commencé à discuter. Il a grandi à Seattle, moi à Portland. Il m'a demandé si mon père devait souvent bouger pour son travail. J'ai confirmé. Toute mon enfance, c'était 2 semaines au loin, 2 semaines à la maison, comme une mécanique bien rodée. Colin a esquissé un rire nerveux. 2 semaines, pile 2 semaines. On a fini par échanger nos numéros, incapable de poursuivre une telle conversation coincée dans un vestiaire de salle de sport, et on s'est promis de se revoir, plus posément, dans quelques jours. J'ai regagné mon appartement dans un état second, tellement secoué que j'ai dû m'arrêter 2 fois sur la route parce que mes mains tremblaient trop. Devant mon immeuble, j'ai passé 20 minutes à observer mon tatouage, sans oser rentrer. D'un seul coup, tous mes souvenirs me semblaient trafiqués. Chaque absence, chaque anniversaire raté, toutes les excuses du boulot. Ça n'était pas pour le travail, c'était pour une autre vie, un autre fils. Finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai appelé ma mère. Tu savais que papa avait une autre famille? Les mots sont sortis tout seuls, plus durs que prévu. Elle s'est figée au bout du fil. De quoi tu parles? Sa voix tremblait. J'ai tout raconté. Colin, le tatouage, les coïncidences délirantes. Ma mère a éclaté en sanglots, incapable d'articuler quoi que ce soit. Quand elle a fini par retrouver un peu de calme, elle m'a juré qu'elle n'était au courant de rien, qu'elle ne comprenait pas comment c'était possible. J'ai promis de creuser. Après avoir raccroché, j'ai tout retourné dans les affaires de mon père que j'avais gardées. Des relevés bancaires où j'ai vu défiler des achats à Seattle, des pleins d'essence, des restos, des billets d'avion, des factures d'hôtel datant d'il y a des années, bien avant qu'il ait trouvé son fameux appartement. Mon téléphone a vibré, un message de Colin. Je l'ai dit à ma mère. Elle est effondrée, personne ne savait. Je lui ai répondu, je lui ai proposé qu'on se voie dès le lendemain. Impossible d'attendre. Le matin suivant, Colin est arrivé. On a tout étalé sur le tapis du salon. Relevés, factures, quittance d'appart remontant à plus de 30 ans. Les preuves étaient là, sous nos yeux. 30 années à faire des allers-retours. 2 semaines ici, 2 semaines là-bas, inlassablement. On n'avait même plus besoin de parler. Au détour d'un dossier, Colin a trouvé une vieille carte d'anniversaire. « Joyeux anniversaire papa », écrit au crayon de couleur avec une petite fleur. Signé Michel. Je l'ai regardé. « Tu as une sœur ?» Il a secoué la tête. « Et toi ?»« Non plus. » Alors il a sorti son ordinateur et s'est lancé dans la chasse au Michel, portant le nom de notre père. Il défilait les profils sur les réseaux. Mon cœur tapait à tout rompre à chaque seconde. Soudain, il s'est arrêté net. Oh non. Il m'a montré l'écran. Une fille d'une 20aine d'années, à Phoenix, des photos d'elle et de notre père datant de plusieurs années. Sur l'une, il portait une gamine de 7 ou 8 ans à peine. En légende, le meilleur papa du monde. La mère était identifiée, encore une inconnue. Colin et moi, on est restés sidérés devant l'écran.
Je pensais à toutes les fois où mon père m'avait dit que j'étais son plus grand bonheur. La semaine avant sa mort, il me l'avait encore répété. Sûr qu'il avait dit pareil à Colin, et très probablement à Michel aussi. J'ai regardé Colin dans les yeux avant de souffler la question qui nous brûlait tous les deux. À ton avis, il avait combien de familles? Il a refermé son ordinateur, s'est frotté le visage, on contemplait la table couverte de papier, sans oser prononcer à voix haute ce qu'on savait déjà. Je me suis lancé à chercher le profil de Michel sur Facebook, elle postait encore la semaine dernière, la vie continuait normalement. J'ai cliqué sur « Envoyer un message », mais je tremblais tellement que j'ai cru faire tomber mon téléphone. J'ai recommencé ma phrase 3 fois avant de trouver, enfin, une manière d'écrire qui ne soit pas trop brutale. Dans le message, je me présentais comme le fils de Noah Hutchinson et j'expliquais que je souhaitais lui parler de quelque chose d'important qui le concernait. J'ai relu ce texte 5 fois avant d'oser appuyer sur « Envoyer », puis j'ai immédiatement regretté mon geste. Colin m'a vu reposer le téléphone sur la table entre nous et on l'a tous les deux fixé comme s'il risquait d'exploser. J'avais la poitrine oppressée. Je me suis rendu compte que je retenais ma respiration. Cette femme à Phoenix n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle avait grandi en pensant que son père lui appartenait, tout comme moi jusqu'à 2 jours plus tôt. L'écran du téléphone est resté désespérément noir, aucune réponse. J'ai regardé l'heure, il était presque midi un samedi. Elle devait sans doute être au travail, avec des amis, ou occupée à une journée normale, une de celles où l'on ne voit pas le quotidien basculer. Colin a proposé qu'on sorte manger, mais personne n'a bougé. 20 minutes se sont écoulées, puis 40. J'ai repris mon téléphone pour vérifier si le message était bien parti, et là, 3 petits points sont apparus au bas de l'écran. Michel était en train d'écrire. Les points ont disparu, puis ils sont revenus, disparus à nouveau. Mon cœur battait si fort que j'avais la gorge nouée. Enfin, un message est arrivé, me demandant qui j'étais et pourquoi je la contactais au sujet de son père, mort il y avait plus d'1 an. Sa réponse était à la fois confuse et méfiante, comme si elle pensait à une escroquerie. J'ai pris une photo de mon tatouage à côté de celui de Colin, nos 2 portraits identiques de notre père qui nous regardèrent depuis l'écran. J'ai ajouté l'image à un message où je lui expliquais qu'il fallait vraiment qu'on parle, que ce n'était absolument pas une blague. Cette fois, les 3 petits points se sont affichés aussitôt, ont disparu, puis sont revenus. Pas un mot pendant 5 minutes interminables. J'ai reposé le téléphone et dit à Colin qu'elle devait vraiment nous prendre pour des fous. Il m'a répondu qu'il aurait pensé pareil, 3 jours plus tôt. Soudain, le téléphone a sonné et j'ai tellement sursauté que j'ai renversé mon café. Le nom de Michel est apparu à l'écran. J'ai décroché et j'ai entendu des sanglots avant même qu'elle ne dise un mot. Sa voix brisée et rauque me demandait quel genre de mauvais tour on lui jouait. Comment on avait bien pu se procurer cette photo? Je lui ai répété que ce n'était pas une blague et je lui ai demandé si elle pouvait fouiller dans les vieux papiers de sa mère, surtout les relevés de cartes bancaires des dernières années. Elle continuait à pleurer, répétant que son père n'aurait jamais pu faire ça, qu'il aimait sa mère, qu'il aimait leur famille. Je suis resté silencieux le temps qu'elle se calme, puis elle a simplement dit qu'elle rappellerait avant que la communication ne coupe. Colin m'a demandé ce qu'elle avait dit. J'ai expliqué qu'elle avait besoin de temps pour vérifier certaines choses. 3 heures ont péniblement passé. J'ai tenté de regarder la télé sans parvenir à me concentrer. Colin a commandé une pizza, mais personne n'y a touché. Mon téléphone a fini par sonner, il était presque 16 heures. La voix de Michel était méconnaissable, plate, vidée de toute émotion. Elle m'a dit qu'elle avait retrouvé dans un carton du garage les relevés bancaires de sa mère. Toutes les dépenses collaient exactement à nos découvertes. Des courses à Portland alors que son père était censé être en déplacement professionnel, des billets d'avion pour Seattle, des nuits d'hôtel dans des villes dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle a demandé si on pouvait se voir en visio tout de suite parce qu'elle avait besoin de mettre un visage sur nous. J'ai accepté et allumé mon ordinateur. Colin a tiré sa chaise près de la mienne pour qu'on apparaisse ensemble à l'écran. Quand le visage de Michel est apparu, j'ai eu l'étrange impression de voir mon propre reflet au féminin, les mêmes yeux, le même nez, la même expression de sidération. Elle a brandi son téléphone pour nous montrer une photo de notre père lors de sa remise de diplôme au lycée. On est restés là, 3 inconnus, à se regarder sans un mot pendant 1 minute entière. Michel a demandé où on avait grandi. Quand Colin a répondu Seattle et moi Portland, elle a fermé les yeux puis hoché la tête comme si elle s'y attendait. On a passé 2 heures à comparer nos enfances dans les moindres détails. Michel nous a expliqué que son père travaillait dans la vente régionale et s'absentait 1 semaine sur 2. Colin et moi, on a réalisé que les déplacements professionnels de notre père suivaient le même rythme. Michel a sorti de vieux calendriers sur son téléphone pour nous montrer quand son père était présent ou absent. Ces dates correspondaient pile à l'opposé des nôtres. Quand son père était à Phoenix, le mien était à Seattle et celui de Colin à Portland. La précision de la rotation m'a donné la nausée. Michel s'est remise à pleurer en comprenant que son père avait sûrement raté sa remise de diplôme du collège parce qu'il assistait à l'un de nos événements à la place.
Colin lui a demandé comment était sa mère, et Michel a expliqué qu'elle était infirmière de nuit à l'hôpital, de 19h à 7h du matin. Leur père restait donc seul à la maison, libre de téléphoner ou de vaquer à ses occupations sans risquer d'être surpris. Toute cette organisation froide m'a glacé le sang. Il n'avait pas seulement menti, il avait bâti des existences entières sur des plannings et des déplacements. Michel a demandé si on pensait qu'il pouvait y avoir d'autres familles encore, et ni Colin ni moi n'avons su quoi répondre. On a convenu qu'il fallait d'abord en parler à nos mères, chacun à la sienne, et leur laisser le temps d'encaisser avant d'envisager la suite. Michel a précisé que sa mère enchaînait 2 gardes à l'hôpital et ne rentrerait que le lendemain matin. Colin a dit qu'il appellerait la sienne dans la soirée. J'ai regardé l'heure. Il était presque 18h. J'ai proposé à Colin et Michel d'appeler ma mère tout de suite, qu'elle pouvait sûrement venir maintenant et qu'il valait mieux ne pas trop attendre. On a raccroché et je suis resté là, le téléphone en main, 5 minutes de plus avant de composer le numéro de ma mère. Elle a décroché à la 2e sonnerie, avec sa voix enjouée, me demandant si je voulais passer dîner. Je lui ai expliqué qu'il vaudrait mieux qu'elle vienne chez moi, que j'avais appris de nouvelles choses concernant papa. Sa voix s'est tout de suite adoucie, plus hésitante. Elle m'a répondu qu'elle arrivait dans 20 minutes. Colin s'est levé, prêt à partir, mais je lui ai demandé de rester. J'avais besoin d'avoir quelqu'un près de moi qui sache ce que tout cela représentait. Ma mère est arrivée 18 minutes plus tard, encore en tenue de travail. Elle a jeté un regard à Colin installé dans le canapé, puis s'est tournée vers moi, l'inquiétude déjà sur le visage. Je lui ai proposé de s'asseoir et j'ai commencé à sortir toutes les preuves amassées. Les relevés bancaires, les photos de Michel, les calendriers qui corroboraient tout. Elle a pris chaque feuille avec une lenteur presque irréelle, les relisant plusieurs fois comme si elle peinait à accepter ce qu'elle voyait. Tout en haut de la pile, il y avait la photo du diplôme de Michel. Ma mère l'a contemplé longuement avant de lancer d'une voix trouble « Qui est cette jeune fille ?» Je lui ai expliqué que c'était Michel, ma demi-sœur qui habitait à Phoenix. Sans un mot, elle a reposé la photo et s'est tue presque 20 minutes, plantée devant la table basse, absorbée par les documents étalés devant elle. Puis, elle m'a demandé si je croyais que toute mon enfance avait été bâtie sur un mensonge. Sa voix s'est brisée au dernier mot. Je me suis assis près d'elle, cherchant les mots justes. J'ai répondu que papa nous avait aimés, que ça, je le savais. Je l'avais senti toute ma vie, mais il avait aussi aimé d'autres familles, à sa façon, autant qu'il nous avait aimés. Les larmes aux yeux, elle m'a demandé comment une chose pareille était possible. Et là, je me suis senti complètement impuissant. Comment peut-on aimer 5 familles et mentir à chacune pendant 30 ans ? Mon portable a vibré. C'était Colin qui avait préféré s'éclipser pour nous laisser un peu d'espace. Dans son message, il m'apprenait qu'il avait tout raconté à sa mère, qu'elle était sous le choc et qu'elle voulait savoir s'il existait d'autres familles dont on n'avait pas encore connaissance. J'ai montré le message à ma mère et j'ai vu son visage se décomposer. Elle m'a demandé d'une voix blanche combien il pouvait y en avoir et j'ai dû admettre que je n'en savais rien, mais qu'on finirait bien par le découvrir. Une vingtaine de minutes après son départ, mon téléphone a sonné. C'était Michel. Je l'ai entendu pleurer sans pouvoir parler, 1 minute durant. Quand elle a enfin réussi à reprendre ses esprits, elle m'a expliqué que sa mère venait de lui demander si Michel était vraiment la fille de Noah. La question était tombée après que Michel lui avait montré toutes les preuves que nous avions accumulées. Sa mère, bouleversée, doutait désormais de tout. Et si Noah avait menti sur la paternité elle-même ? Si toute leur histoire reposait sur encore plus de mensonges que ce qu'elles avaient déjà réussi à mettre au jour ? Michel répétait sans cesse qu'elle ne savait plus ce qui était vrai, que tous ses souvenirs lui paraissaient irréels, qu'elle ne pouvait plus faire confiance à rien de ce que son père lui avait dit. J'ai essayé de lui dire que l'ADN prouverait qu'elle était vraiment sa fille, qu'on pourrait faire des tests si elle avait besoin d'être rassurée. Mais elle a fondu en larmes et m'a dit qu'elle devait raccrocher. Quand l'appel s'est interrompu, je suis resté là à contempler mon téléphone, sidéré par la façon dont cette trahison se propageait comme un poison dans toutes nos familles, forçant chacun à douter de tout. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil, j'ai fini par retourner fouiller dans les papiers de mon père vers 2h du matin. Dans le fatras, j'ai découvert un dossier qui m'avait échappé jusque-là, planqué derrière d'anciennes feuilles d'impôts. Dedans, il y avait un contrat de location pour un box de stockage, à l'autre bout de la ville, signé 8 ans plus tôt, avec des prélèvements automatiques sur un compte que je ne connaissais pas. L'adresse m'était totalement inconnue, je n'avais aucune idée de ce qu'on pouvait trouver là-bas. À 6h, j'ai envoyé un message à Colin pour lui demander de me retrouver plus tard devant ce box. Il m'a répondu 5 minutes après qu'il serait là à 9h. À 8h30, j'attendais dans ma voiture, devant le centre de stockage, regardant les gens faire leur va-et-vient avec leurs cartons et leurs meubles, la vie qui suivait son cours, alors que la mienne semblait s'écrouler. Colin est arrivé pile à l'heure et on s'est mis en route vers le box, dans un silence pesant.
J'ai sorti la clé trouvée avec le contrat de location, la porte s'est ouverte, et là, on a découvert des piles de cartons empilés jusqu'au plafond, tous soigneusement étiquetés, classés comme dans un système absurde. Ils étaient regroupés par ville, inscrits au marqueur noir, Portland, Seattle, Phoenix, et puis 2 autres noms qui ne me disaient rien sur le coup. Colin a commencé à sortir des cartons et on a remarqué que seules des initiales y figuraient, jamais de noms entiers. Les cartons de Portland portèrent les initiales de ma mère, ceux de Seattle celles de la mère de Colin, ceux de Phoenix les initiales de la mère de Michel, mais il y en avait aussi marqué d'initiales qui ne correspondaient à aucune des femmes que nous connaissions. L'un portait VNC, un autre ST. J'ai croisé le regard de Colin et senti mon estomac se nouer en comprenant ce que cela signifiait. Mon père avait compartimenté chaque vie secrète dans des cartons, comme s'il s'agissait de dossiers d'entreprise. Colin a ouvert un carton VNC et en a sorti des relevés bancaires, des baux, des factures d'électricité à une adresse de Denver. J'ai dû m'asseoir par terre, sous le choc. Il y avait donc une 4e famille, et peut-être même une 5e, vu la présence des boîtes ST entassées plus loin. En fouillant les cartons de Denver, on est tombé sur des itinéraires de voyage, des billets d'avion, des factures d'hôtel qui remontaient à 15 ans. Le rythme de ces allers-retours était différent de celui, plus régulier, que l'on avait repéré pour Portland, Seattle ou Phoenix. Là, il s'agissait plutôt de courts séjours, quelques week-ends ou des semaines isolées par-ci, par-là, au fil de l'année. Colin et moi, on s'est regardés, abattus, avec la même fatigue et une sorte d'effroi au fond des yeux. Debout depuis des heures à tout passer au crible, on avait l'impression que chaque nouvelle découverte rendait l'affaire plus sordide. J'ai demandé à Colin combien de familles un seul homme pouvait avoir. Il s'est contenté de secouer la tête, l'air anéanti. On s'est alors mis à prendre en photo tout ce qu'on pouvait. Impossible d'emmener tout ça, mais au moins on garderait des traces. Ce box avait des allures de caveau rempli de secrets et de mensonges, chaque carton cachant une illusion d'une autre vie. Vers midi, Michel a appelé pour dire qu'elle prenait la route depuis Phoenix, incapable de rester seule. Je lui ai raconté pour le box, les cartons, l'existence d'autres familles confirmées par tous ces documents. Elle est restée silencieuse un long moment puis a annoncé qu'elle arriverait chez moi en fin d'après-midi. Colin et moi, on a passé 2 heures de plus sur place à charger les cartons les plus importants dans nos voitures. Nous avions récupéré les affaires de Denver et les cartons STTL, tout ce qui pouvait nous éclairer sur la façon dont notre père avait réussi à mener toute cette double vie. De retour dans mon appartement, seul le café et l'adrénaline nous tenaient debout. On a tout déballé dans le salon en ajoutant ce nouveau tas à notre premier inventaire. Michel est arrivée vers 16h. Elle avait clairement passé une nuit blanche, elle aussi. Nous nous sommes retrouvés tous les 3 au milieu de ces preuves qui ne laissaient plus aucun doute. Il y avait bien une 4e famille et sans doute même une 5e, ce qui nous laissait sans voix tant ça dépassait l'entendement. Mon père avait vécu 5 vies parallèles et on ne commençait qu'à effleurer le sommet de l'iceberg. Colin a ouvert le carton de Denver et, à notre grande surprise, a sorti un album photo qu'on avait complètement loupé lors de notre première fouille. On y découvrait des photos de notre père avec une femme d'une 40aine d'années, un adolescent avec le maillot des Broncos. Ce garçon affichait le même sourire en coin que mon père, le même que je vois tous les matins dans le miroir. Je suis resté figé devant la photo, comme si je contemplais un double. Un autre fils persuadé lui aussi d'appartenir à une famille ordinaire, avec un père constamment sur la route. Michel, elle, a tourné les pages et découvert une série d'instantanés. Des anniversaires, des réveils de Noël, des moments de vie tout simples. En tout, une 50aine de clichés retracèrent des années entières de ce foyer dont nous ignorions tout. Colin est tombé sur d'autres photographies du jeune garçon, de l'enfance à l'adolescence, jusqu'à ce qui ressemblait à une remise de diplôme. Sur presque toutes les photos, notre père rayonnait, serrant cet autre fils dans ses bras exactement comme il l'avait toujours fait avec nous. À la fermeture de l'album, Michel a suggéré qu'on fasse appel à un détective privé. Nous étions complètement dépassés. Elle avait raison, mais l'idée de payer quelqu'un pour creuser encore plus profond dans notre douleur me paraissait surréaliste, presque absurde. Colin était pourtant de son avis. Il nous fallait un professionnel pour retrouver ces autres familles, comprendre toute l'histoire. J'ai acquiescé, sorti mon ordinateur et cherché des enquêteurs spécialisés dans les histoires de famille. On a passé plus d'1 heure à éplucher les avis et à comparer les formules, jusqu'à tomber sur un certain Alexander Shields, réputé et expérimenté sur les dossiers familiaux complexes. Je lui ai envoyé un message en expliquant brièvement ce que nous venions de découvrir et pour lui demander s'il accepterait de nous aider. Sa réponse n'a pas tardé. Moins de 30 minutes plus tard, il nous proposait un rendez-vous dès le lendemain. Son efficacité, son sérieux, tout ça m'a donné, pour la première fois depuis le début, le sentiment de reprendre un peu la main. Son cabinet était en plein centre-ville, dans un immeuble devant lequel j'étais passé des dizaines de fois sans le remarquer. Nous l'avons rencontré le lendemain après-midi,
Il a écouté toute notre histoire sans interrompre, griffonnant des notes avec attention. Puis, il a voulu voir l'intégralité de ce qu'on avait rassemblé. Relevé bancaire, historique de voyage, baux, photos. Pendant 2 heures, nous avons tout étalé devant lui, pendant qu'il triait les documents méthodiquement, posait des questions pointues sur les dates et la chronologie. Sa façon posée de gérer les choses rendait d'un coup la situation presque supportable. Tout à coup, c'était devenu un problème concret et non plus un cauchemar. À la fin, Alexander a estimé que les éléments en notre possession confirmaient l'existence d'au moins une famille supplémentaire à Denver, peut-être même une autre encore si l'on en croit ce qu'on a trouvé dans les cartons STTL. Il nous a informé qu'il lui faudrait 6 à 8 semaines pour mener à bien une enquête approfondie et retrouver tout le monde. Ce délai me semblait à la fois intenable et incroyablement court. Nous avons ensuite abordé ses honoraires et, en entendant la somme à régler en avance, j'ai senti ma gorge se nouer. C'était une belle somme, mais il était évident pour nous 3 que les réponses valaient plus que nos économies. Nous avons partagé les frais équitablement, chacun rédigeant un chèque qui allait mettre son compte à sec. Mais nous n'avions pas le choix. Je me suis surpris à réaliser la vitesse à laquelle nous étions devenus une équipe soudée. 3 inconnus, il y a peu, désormais unis par le même choc, la même quête de vérité. Michel a tenté de détendre l'atmosphère en plaisantant que, finalement, au moins on gagnerait des frères et sœurs à la sortie. Colin a ri, mais son rire n'avait rien de léger. Nous avons signé le contrat avec Alexander, fixé un prochain rendez-vous 2 semaines plus tard, et, en quittant le cabinet, j'ai eu la sensation d'avoir vraiment changé. Pour la première fois, nous avions agi au lieu de subir le poids du choc, des preuves, du silence. Les 15 jours qui ont suivi se sont déroulés dans une sorte de brouillard. Je me rendais au bureau, accomplissais mes tâches sans y penser, l'esprit absorbé par l'enquête. Je participais à des réunions, l'œil figé sur des tableurs Excel qui ne voulaient rien dire. Mes collègues discutaient des prévisions et budgets, j'acquiesçais sans écouter, trop occupé à me demander combien de demi-frères ou demi-sœurs il pouvait bien y avoir ailleurs. Lors d'une réunion budgétaire le mardi, mon chef m'a posé une question directe et j'ai dû lui demander de la répéter 2 fois. Il m'a regardé d'un air soucieux avant de s'adresser à quelqu'un d'autre. Le jeudi matin, j'étais tellement ailleurs durant une présentation que je n'ai compris que tout le monde me fixait que lorsque mon nom a résonné à 3 reprises. À la fin, mon responsable m'a gardé, a fermé la porte de la salle, s'est assis en face de moi, bras croisés. Je lui ai expliqué traverser une période familiale compliquée et avoir besoin de plus de flexibilité quelque temps. Il m'a répondu qu'il comprenait, m'a demandé si l'entreprise pouvait m'apporter du soutien. Je l'ai remercié, lui assurant que j'avais juste besoin de décrocher un peu. Il a acquiescé, couvrant d'un « prenez tout le temps qu'il vous faut », mais j'ai bien vu à son air inquiet ce qu'il en pensait, surtout quand je suis parti plus tôt ce jour-là, pour la 3e fois de la semaine. Vendredi soir, alors que je réchauffais quelque chose au micro-ondes, mon téléphone a sonné, affichant le nom d'Alexander. J'ai décroché tout de suite. Il a été droit au but et confirmé qu'il avait découvert l'existence d'une 4e famille à Denver, preuves à l'appui, des documents remontant à plus de 20 ans. À ce moment-là, mes jambes m'ont lâché et je me suis retrouvé assis par terre, dos contre un placard de la cuisine. Alexander continuait à parler de location et de dossiers scolaires pendant que la pièce semblait vaciller autour de moi. Puis, il a évoqué des indices, laissant entrevoir une 5e famille dans une autre ville, et j'ai aussitôt senti monter la nausée. Je lui ai demandé s'il était vraiment sûr pour cette 5e famille. Il m'a répondu 60%, sur la base de flux financiers différents de ceux des 4 autres familles. Je l'ai remercié raccroché, puis je suis resté assise par terre dans la cuisine, les yeux dans le vide, pendant 20 bonnes minutes. J'ai envoyé un message à Colin et Michel sans plus attendre, et on a convenu de se retrouver le lendemain matin dans un café près de mon bureau. On est arrivé à l'ouverture, à 7 heures, et on a choisi une banquette à l'écart. J'ai posé le rapport provisoire d'Alexander sur la table, et on l'a lu ensemble, en silence. Michel n'arrêtait pas de secouer la tête. Quant à Colin, il serrait la mâchoire si fort que son muscle sautait sous la peau. À Denver, il était question d'une femme nommée Veronica Curtis et de son fils, Hudson McFadden, 32 ans. Alexander avait ajouté un lien vers le profil de Hudson sur les réseaux sociaux, que j'ai ouvert sur mon téléphone. La première photo montrait un homme aux cheveux foncés, avec exactement le même sourire que notre père, debout à côté d'une moto. J'ai tourné l'écran vers Colin et Michel et j'ai vu la couleur quitter leur visage. L'heure qui a suivi, on l'a passé à se demander s'il fallait vraiment en savoir plus sur cette 5e famille. Michel pensait qu'on avait déjà mis le doigt dans l'engrenage et qu'on ne pouvait plus reculer. Colin, de son côté, trouvait que certaines vérités feraient peut-être mieux de rester enfouies. J'étais partagé, car une partie de moi avait aussi envie d'arrêter là, par peur de découvrir pire encore. Finalement, on a voté et convenu qu'il fallait aller au bout, quelle qu'en soit la douleur.
Restait la question de contacter Hudson sans lui faire vivre le même choc que nous. Michel a proposé de prendre l'initiative, se sentant mieux armé que Colin ou moi pour encaisser. On a mis 2 heures à rédiger un message qui expliquerait tout, sans passer pour des fous. Elle a envoyé le texte directement du café et on est restés tous les 3 à fixer son téléphone, attendant une réponse. Moins d'une demi-heure plus tard, Hudson a réagi, furieux. Il nous accusait d'inventer une arnaque sordide et menaçait de nous dénoncer si on le recontactait. Il a aussitôt bloqué Michel, l'empêchant de répondre. Un simple regard a suffi. On avait compris que rien ne serait simple. J'ai appelé Alexander pour lui raconter. Il a suggéré d'envoyer à Hudson une lettre recommandée, avec toutes les preuves, pour qu'il puisse tout vérifier lui-même, à tête reposée. L'idée nous a semblé bonne. J'ai proposé de m'en occuper puisque j'étais l'aîné. J'ai passé toute la soirée à retourner 1000 fois mes phrases, penché sur la table de la salle à manger pour relater l'enchaînement des découvertes. Celle de Colin à la salle de sport, de Michel, puis le recours à Alexander. J'ai joint des copies de relevés de cartes, de baux, de billets d'avion, le tout sur près de 30 ans. J'ai précisé qu'on comprenait parfaitement qu'il soit en colère ou dans le déni, qu'on avait réagi comme lui. J'ai tout rangé dans une grande enveloppe et je l'ai envoyé en recommandé le lendemain matin. 2 semaines ont passé sans aucune nouvelle d'Hudson. J'en étais à me demander s'il n'avait pas jeté la lettre sans l'ouvrir. Je regardais mon téléphone tout le temps, sursautant au moindre appel. Alexander nous a finalement prévenus. Il fallait se faire à l'idée que Hudson n'était peut-être pas prêt à accepter la vérité, que beaucoup préféraient tout nier plutôt que d'affronter la réalité. J'ai rapporté ça à Colin et Michel, et on a débattu s'il ne valait pas mieux le laisser tranquille. Michel pensait qu'on avait tout tenté, que la suite ne dépendait plus que de lui. Puis, un mardi après-midi, Colin m'a envoyé un message. Hudson venait de l'appeler. J'ai aussitôt rappelé Colin, qui a mis Hudson sur haut-parleur. Hudson était hors de lui. Il voulait savoir pourquoi on faisait ça à sa famille et ce qu'on attendait de lui. Colin a gardé son calme et lui a dit « On ne veut rien d'autre que partager la vérité avec toi ». Il lui a proposé de le rencontrer en personne avec tous les documents s'il préférait vérifier lui-même. Un long silence a suivi, puis Hudson a répondu qu'il allait réfléchir. Il a raccroché. 3 jours plus tard, il m'a rappelé. Il prendrait l'avion pour Portland la semaine suivante pour constater par lui-même à quel point notre histoire était fumeuse. Après ça, il ne voulait plus jamais entendre parler de nous. Sa voix tremblait encore de colère quand il m'a ordonné de ne pas lui faire perdre son temps et il a raccroché avant même que je puisse placer un mot. Dans la foulée, j'ai prévenu Colin et Michel et on a convenu de se retrouver chez moi la veille de son arrivée pour tout préparer. La semaine a été interminable. Impossible de me concentrer au travail. Je passais mon temps à imaginer la tête qu'il ferait en nous voyant tous réunis. Je suis rentré plus tôt du bureau le vendredi. Direction supermarché pour acheter à boire et de quoi grignoter. Puis je me suis lancé dans un grand nettoyage de fond en comble. J'ai frotté 2 fois le plan de travail, passé 3 fois l'aspirateur dans le salon, en prenant soin de disposer tous les documents sur la table basse. Impossible de m'arrêter de réorganiser les preuves. Je cherchais la meilleure façon de présenter tout ça pour que Hudson comprenne du premier coup. Colin m'a envoyé un message vers 6 heures pour dire qu'ils étaient en route et me demander si j'avais besoin de quelque chose. J'ai répondu d'apporter des pochettes supplémentaires parce qu'on ne savait plus comment ranger 30 années de secrets de famille. Ils sont arrivés 1 heure plus tard et m'ont surprise une fois de plus à tourner et retourner les dossiers. Michel m'a à peine jeté un regard et a lancé qu'il fallait que j'arrête de frotter partout et que je m'assoie avant de finir par faire un trou dans la moquette. On a commandé des pizzas, récapitulé notre plan d'attaque pour le lendemain, réparti qui expliquerait quoi et comment réagir si Hudson explosait. Colin trouvait essentiel que Hudson nous voie tous ensemble d'abord, persuadé que la ressemblance parlerait d'elle-même. Michel a approuvé en faisant remarquer que rien ne vaudrait la preuve sous nos yeux, tant on se ressemblait et ça rendrait tout plus crédible. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. J'ai passé mon temps à vérifier mon téléphone, persuadé que Hudson annulerait peut-être son vol. À 6 heures, il a envoyé un message. Il venait d'atterrir et serait là à 9 heures. Je me suis levé, préparé un café, puis j'ai fait les 100 pas dans le salon jusqu'à ce que Colin et Michel débarquent un peu avant 9 heures. Nous nous sommes retrouvés plantés là, 3 étrangers liés par un même père et un secret juste impensable, à attendre un 4e inconnu. Pile à 9 heures, Hudson a frappé. Je lui ai ouvert. Un grand type, la même mâchoire que notre père, la même façon de se tenir, légèrement appuyé sur la jambe gauche. Il m'a lancé un regard froid, a voulu dire quelque chose, mais il s'est stoppé net en apercevant Colin et Michel derrière moi. Son visage s'est décomposé, il a reculé, il nous dévisageait, cherchant nos points communs. Mêmes yeux, même nez, ce petit écart entre les dents de devant. Je voyais tout s'effondrer dans son regard, sa colère cédant la place à la confusion, puis à une angoisse sourde. Il est entré d'un pas hésitant et s'est affalé sur le canapé, sans demander la permission.
Michel lui a tendu une bouteille d'eau qu'il a attrapée sans la moindre réaction, continuant à nous examiner comme si on allait finir par s'évaporer. Je me suis assis en face de lui et j'ai posé devant lui le premier dossier de preuves. Des relevés de cartes bancaires, des dépenses à Denver, Portland, Seattle, Phoenix. Hudson a ouvert le dossier, la main tremblante, et s'est mis à lire. On y a passé 6 heures, pendant lesquelles Hudson naviguait entre le refus d'y croire, la colère, et puis, finalement, une étrange résignation. Il répétait que sa mère aurait forcément remarqué quelque chose, que son père n'aurait jamais pu leur faire ça, mais à chaque fois, une preuve venait lui rappeler des souvenirs d'enfance. Au bout de 3 heures, il est tombé sur un reçu pour un maillot des Broncos, acheté la même semaine que son anniversaire. Il a caché son visage dans ses mains. Colin lui montrait les baux, les billets d'avion, la logistique parfaite de 2 semaines sur toute notre enfance. Michel a sorti les photos, notre père avec chacune de nos familles, et Hudson est resté là à les regarder, muet, 20 minutes durant. Le soir venu, il pleurait et s'est excusé, regrettant de ne pas nous avoir cru, disant qu'il aurait dû se douter que quelque chose clochait chaque fois que son père ratait les moments importants. Je lui ai répondu qu'on s'était tous posé la question, qu'on s'était juste dit que notre père était absorbé par le boulot, et Hudson a souri tristement. Finalement, on a tous été les mêmes imbéciles. Il a essuyé ses larmes, puis nous a avoué que sa mère était malade, un problème cardiaque qui empirait, et l'idée que cette histoire puisse la tuer le terrifiait. Sa voix s'est brisée en disant qu'elle avait aimé notre père de tout son cœur, et que la vérité risquait de l'achever. Michel lui a pris la main, assurant qu'on comprenait, qu'il aurait le temps d'en parler à sa mère quand il sentirait que c'était le moment. Colin et moi, on a acquiescé immédiatement, et Hudson nous a lancé un regard rempli de gratitude, la tristesse en prime. On est resté là sans un mot, 4 personnes que rien n'aurait dû réunir, sauf les choix insensés de notre père. J'ai cherché ses coordonnées sur mon téléphone et transmis mon numéro à Hudson, les autres ont fait pareil, et soudain, on se retrouvait à 4, une fratrie inattendue sortie de nulle part. Hudson a rangé son téléphone, puis s'est tourné vers Michel avec une phrase qui l'a fait rire d'un rire grinçant. « J'ai toujours rêvé d'avoir des frères et sœurs. J'ai harcelé mes parents pour ça, et voilà que ça m'arrive, mais pas du tout comme je l'imaginais. » Michel a cessé de rire et a ajouté « Au moins, on a eu ce qu'on voulait, même si c'est avec 30 ans de retard et un prix à pleurer. » Colin a proposé qu'on commande à manger, vu que personne n'avait rien avalé depuis le matin, et qu'il fallait aussi discuter de la suite. On débattait des garnitures de pizza quand mon téléphone a sonné. C'était Alexander. J'ai mis le haut-parleur. La voix posée et professionnelle d'Alexander a alors annoncé qu'il avait la preuve de l'existence possible d'une 5e famille et devait nous en parler. Mon cœur s'est serré. Je croisais les regards des autres, tout aussi inquiets. Il nous a parlé d'une certaine Selena Trevino à Sacramento, avec une fille de 12 ans, Alana, et les preuves montraient que notre père avait bel et bien fait partie de leur vie jusqu'à la fin. J'ai eu un haut le cœur. 12 ans, ça voulait dire une petite qui croyait encore à son père. Hudson a voulu savoir si Alexander en était sûr. Il a confirmé, billets d'avion, relevés bancaires, photos sur les réseaux sociaux, plus de 10 ans de traces. On l'a remercié, raccroché, puis on est resté là, à essayer d'assimiler que notre père menait 5 vies parallèles. Colin a ouvert son portable. Faut qu'on réfléchisse. Comment annoncer à une gamine que son père avait 4 autres familles qu'elle ignorait totalement? Il a organisé une visio, et pendant 1 heure on a débattu. Fallait-il attendre qu'Alana grandisse ou lui dire la vérité maintenant? Hudson plaidait pour attendre. Il trouvait qu'elle était bien trop jeune pour un tel choc, qu'elle méritait encore quelques années d'innocence. Michel, elle, ne voulait plus de secrets. Pour elle, Alana avait droit à la vérité, même si ça faisait mal. De mon côté, j'ai rappelé qu'on ne pouvait pas décider à la place de Selena, la mère d'Alana, que c'était à elle de choisir le moment et la façon d'en parler à sa fille. Colin a acquiescé, ajoutant qu'il fallait prévenir Selena d'abord, lui laisser le temps d'encaisser avant qu'Alana ne soit mêlée à tout ça. On était tous d'accord. Prévenir Selena d'abord, et ce serait à elle de décider pour Alana. Comme j'étais l'aîné, j'ai pris l'initiative de faire le premier pas, et bizarrement, j'ai senti que ça me donnait la responsabilité d'annoncer la nouvelle. Hudson m'a demandé si j'étais prêt, j'ai répondu « Pas vraiment, mais il faut bien que quelqu'un le fasse, alors autant que ce soit moi ». J'ai ouvert le profil de Selena sur les réseaux, celui qu'Alexander m'avait envoyé, et j'ai rédigé un message pour lui expliquer que j'étais le fils de Noah Hutchinson, et que j'avais un sujet important à aborder concernant une histoire de succession. J'ai lu le texte à voix haute, les autres ont fait quelques suggestions pour que ça fasse moins dramatique. J'ai finalement appuyé sur « Envoyer », histoire de ne pas me dégonfler. On a commandé chinois pour essayer de penser à autre chose, mais la conversation revenait toujours à la même question. Comment notre père avait-il fait pour mener 5 vies parallèles aussi longtemps? 4 heures plus tard, mon téléphone a vibré. Selena avait répondu. Un message bref,
un peu perdue, disant qu'elle ne comprenait pas pourquoi je la contactais, puisqu'à ses yeux, Noah était mort depuis plus d'1 an et qu'il n'y avait rien à régler. J'ai montré le message aux autres et on s'est tous regardés, avec la certitude qu'on allait bouleverser la vie d'une nouvelle famille. Colin m'a soufflé « Tu devrais lui proposer de t'appeler pour tout mettre à plat ». Alors j'ai envoyé un message pour savoir si elle était dispo. Elle a répondu tout de suite « Oui, je peux parler maintenant ». Alors je suis sorti sur le balcon avec mon téléphone pendant que les autres restaient à l'intérieur. Je me suis retrouvé dehors, avec le froid du soir, à chercher comment annoncer à une veuve que son mari menait une double, voire multiple vie, qu'elle avait 4 beaux demi-frères et sœurs qu'elle ne connaissait pas, et qu'en fait tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie était bâti sur des mensonges. J'ai lancé l'appel, 3 sonneries. Selena a décroché. Sa voix était prudente, un peu étouffée. « Allô ?» Je me suis à nouveau présenté en lui demandant si elle avait quelques minutes pour parler de Noah. Elle a accepté, mais j'entendais bien qu'elle était perdue. J'ai commencé par lui expliquer que j'avais découvert récemment des choses importantes sur Noah qu'elle devait savoir. Un blanc à l'autre bout. Je lui ai avoué que j'étais aussi fils de Noah et qu'il était mort dans un accident de voiture en mars dernier. Elle a eu comme un hoquet de surprise. Elle a marmonné. Noah est mort aussi en mars. Ça fait 14 mois que je suis veuve. Et puis elle s'est mise à pleurer. J'étais là, planté sur ce balcon, à me sentir comme la pire personne du monde de lui annoncer ça par téléphone. J'ai tâché d'être aussi délicat que possible, de lui expliquer que Noah avait plusieurs familles, que j'avais retrouvé jusque-là 3 autres frères et sœurs. Elle a pleuré de plus belle, me demandant comment c'était possible. Je lui ai parlé de la rotation toutes les 2 semaines, des villes différentes, des années de mensonges accumulés. Elle m'a demandé si j'en étais vraiment sûr et j'ai assuré « Oui, on a toutes les preuves ». Silence long, j'ai vraiment cru qu'elle avait raccroché. Puis elle a demandé des nouvelles d'Alana si je la connaissais. J'ai répondu « Justement, je t'appelle parce qu'Alana mérite de savoir tout ça un jour ». Selena m'a confirmé que Noah était bien son père, qu'ils étaient ensemble depuis 13 ans, qu'il voyageait tout le temps pour son boulot de consultant et qu'elle ne s'était jamais inquiétée tant que l'argent suivait et qu'il rentrait toujours à la maison. Avec ses gardes de nuit à l'hôpital, leur planning ne se recoupait jamais vraiment. Je lui ai demandé si elle avait eu le moindre doute. Elle a ri, mais c'était un rire amer. Elle a dit « Non, jamais, pas une seule seconde ». Je lui ai proposé de lui transmettre tous les documents qu'on avait rassemblés, mais elle a refusé, me disant que ça ne servirait à rien, que d'un coup, tout lui paraissait plus clair. Le fait qu'il refusait qu'elle le rejoigne sur ses chantiers, qu'il n'ait jamais voulu l'ajouter à sa mutuelle, les fameux comptes séparés auxquels il tenait tant. Elle m'a demandé combien il y avait d'autres familles, et j'ai entendu sa voix se briser quand j'ai répondu « 5 en tout ». Elle a recommencé à pleurer. Je suis resté là, à attendre, à l'écouter respirer au milieu de ses larmes. Au bout d'un moment, elle a voulu savoir ce qu'étaient devenus les autres enfants, et je lui ai expliqué qu'on était 4 adultes, sans compter Alana. Elle voulait savoir ce qu'on attendait d'elle. J'ai dit « Rien du tout, on pensait juste que tu avais le droit de savoir ». Elle a demandé si on comptait contacter Alana et je l'ai rassuré « Non, ça reste entièrement ta décision, c'est toi la mère ». J'ai promis qu'on ne voulait ni chambouler leur vie, ni leur prendre quoi que ce soit. Selena m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout ça. Je lui ai conseillé « Prends tout le temps qu'il te faudra, on attendra que tu sois prête pour revenir vers nous ». Elle m'a remercié de l'avoir appelée, plutôt que de débarquer sans prévenir ou d'envoyer une simple lettre. Je lui ai donné mon numéro et mon mail en précisant qu'elle pouvait me contacter quand elle voudrait. Après avoir raccroché, je suis resté 10 minutes dehors avant de me décider à revenir à l'intérieur. Colin, Michel et Hudson m'attendaient, les yeux rivés sur moi dans le salon. Je leur ai dit « Selena est au courant maintenant. C'est elle qui décidera pour Alana ». Personne n'a rien dit tout de suite. Les 3 semaines suivantes, on a ouvert un groupe pour partager des souvenirs de notre père. C'était étrange, au début, de parler de lui avec d'autres personnes qui avaient toutes connu une version différente du même homme. Michel a partagé une photo de Noah qui lui apprenait à faire du vélo. Colin a montré une vidéo de sa remise de diplôme où l'on voyait Noah tout sourire. Hudson a posté une photo de 2 en maillot lors d'un match des Broncos. J'ai ajouté une photo de vacances où papa m'apprenait à allumer un feu pendant un camping. On s'est mis à comparer nos anecdotes, ses petits rituels, ses habitudes. Il nous avait tous fait les mêmes blagues pas terribles. Dans chaque maison, il avait le même rituel du matin, devant la même chaîne d'infos, avec le café préparé exactement pareil. On avait l'impression qu'il s'était créé un personnage idéal, reproduit à l'identique dans 5 vies parallèles. Michel a demandé si quelqu'un d'autre se souvenait qu'il fredonnait en cuisinant, et on a tous répondu oui. Hudson a lancé « Noah s'endormait toujours devant les films », et tout le monde a éclaté de rire, parce qu'en vrai, c'était une habitude qu'on avait tous. Cette discussion de groupe prenait des airs de thérapie. On pouvait parler de notre père sans avoir à justifier à d'autres l'absurdité de la situation. Petit à petit, on essayait de comprendre comment il avait réussi à gérer tout ça si longtemps.
Colin a soulevé l'idée qu'il devait avoir des talents d'organisation hors du commun pour arriver à jongler avec 5 familles sans jamais se mélanger les pinceaux. Michel a suggéré qu'il avait sans doute mis en place des systèmes, des repères qui lui permettaient de savoir où il en était à chaque instant. J'ai évoqué ces classeurs à code couleur découverts dans son box, et Hudson a confirmé que ça collait parfaitement avec son sens de la planification. Personne ne cherchait d'excuses. On tentait juste de saisir la logique d'un homme capable d'aimer 5 familles tout en leur mentant à toutes. Dans ces mêmes jours, ma mère m'a annoncé qu'elle allait retrouver la mère de Colin pour un café. Elle semblait nerveuse au téléphone. Je lui ai demandé si elle était vraiment prête. Elle m'a assuré que oui, qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un qui savait, lui aussi, ce que c'est. Elles se sont retrouvées dans un café à mi-chemin entre Portland et Seattle. Après leur rencontre, ma mère m'a appelé. Ça lui avait fait un bien fou, bien plus qu'elle ne l'aurait cru. La mère de Colin se posait les mêmes questions, ressentait la même colère, la même douleur. Elles avaient aimé le même homme, et toutes deux avaient été trahies, exactement sur le même schéma. Ma mère a reconnu que ça la soulageait de ne pas avoir à expliquer ce qu'elle ressentait ou à se justifier. Plus tard, Colin m'a appelé à son tour. Sa mère avait eu le même ressenti. Elles s'étaient donné leur numéro et prévu de se revoir. Une semaine plus tard, Michel nous a appris que sa mère voulait aussi se joindre à elle. C'est ainsi qu'elles ont fini par se retrouver toutes les semaines dans différents endroits. Elles ont appelé ça leur groupe de soutien. Et ma mère m'a confié que c'était le seul endroit où elles se sentaient vraiment comprises. J'étais admiratif de voir à quel point elles avaient transformé leur souffrance en un lien authentique, loin de toute rivalité. Elles auraient pu se détester, mais elles étaient en train de bâtir une vraie complicité. Autour de cette période, Alexander m'a contacté avec les résultats de son enquête. Il avait tout bouclé, 5 familles, pas la moindre trace d'une 6e. Il avait vérifié chacune des villes, tous les relevés bancaires, chaque acte de propriété. 5, c'était le chiffre final. J'ai ressenti un soulagement étrange, même si 5 c'est déjà invraisemblable. Au moins c'était borné. On voyait enfin l'ensemble du tableau. J'en ai reparlé aux autres, et Hudson a soufflé qu'il était soulagé d'avoir enfin la réponse. Colin a ajouté que 5, c'était déjà bien trop. Il ne voulait surtout pas découvrir une nouvelle famille. Michel a opiné, elle aussi voulait tourner la page et avancer. Quelques jours plus tard, Hudson m'a appelé en panique. Il avait tout avoué à sa mère, Véronica. On s'était tous mis d'accord pour qu'il choisisse le moment opportun, mais il avait senti qu'elle devait savoir. La réaction de Véronica a été très dure. Elle a fait un malaise et Hudson a dû appeler les secours. Elle s'est retrouvée à l'hôpital pour surveillance. Hudson était bouleversé. Il s'excusait sans arrêt, comme si tout reposait sur ses épaules, alors qu'on lui répétait qu'il n'avait rien à se reprocher. Michel et moi avons proposé de prendre un vol pour Denver, mais Hudson a préféré que sa mère retrouve du calme et du repos, comme l'avaient conseillé les médecins qui surveillaient son cœur et sa tension. On était tous rongés par la culpabilité d'avoir, malgré nous, ajouté de la souffrance à une femme déjà bien éprouvée. Véronica a passé 3 jours à l'hôpital, et elle a pu rentrer chez elle ensuite. Hudson nous a appelés pour dire que ça allait mieux. Une semaine plus tard, Véronica a demandé à Hudson d'organiser une visioconférence avec nous 4. On a fixé la réunion un samedi après-midi. Dès le début de l'appel, Véronica paraissait fatiguée, mais elle gardait une voix très calme. Elle nous a remercié d'avoir permis à Hudson de choisir le bon moment pour tout lui expliquer. Puis elle a prononcé quelque chose qui m'a bouleversé. Elle nous a rappelé que rien de tout cela n'était de notre faute, que nous aussi étions les victimes des choix de notre père, tout comme nos mères. On n'avait rien choisi. On ne devait pas porter la culpabilité d'avoir simplement existé. Je suis contente que vous vous soyez trouvés, a ajouté Véronica. Noah voulait que vous soyez une vraie famille, même s'il l'a fait n'importe comment. Michel s'est effondré en larmes devant la caméra. Colin a coupé la sienne le temps de se reprendre. Hudson dévorait sa mère des yeux comme si elle venait de lui rendre la vie. J'ai réussi à la remercier, à lui dire qu'on était touchés par sa générosité. Véronica a souri, en assurant qu'elle le pensait vraiment. Quelques jours plus tard, Alexander m'a rappelé pour organiser une ultime réunion dans son bureau, en centre-ville. On s'est tous retrouvés là-bas un mercredi après-midi. 3 gros dossiers nous attendaient sur la table de conférence. Alexander a commencé par ouvrir le premier, expliquant en détail les relevés bancaires, les avis d'imposition et les placements accumulés en 30 ans. Notre père avait bel et bien gagné beaucoup d'argent comme consultant. Pas d'histoire inventée là-dessus. Ses comptes bancaires étaient soigneusement séparés. Pas un euro qui traînait d'une famille à l'autre, aucune dépense mélangée. Le niveau d'organisation frôlait la maniaquerie. Alexander avait préparé des tableaux pour tout visualiser. Chaque versement, chaque retrait. Chaque famille avait eu un soutien financier quasi identique, modulé selon la ville où elle vivait. Il avait même mis en place des assurances vie et des comptes retraite distincts pour chacune. Hudson était resté longtemps à fixer les documents avant de lâcher enfin
Au moins, notre père aura été un soutien matériel, même si humainement, il a été catastrophique. Le constat était cinglant, mais il n'avait pas tort. Notre père s'était donné corps et âme pour subvenir aux besoins de 5 familles, ce qui rendait sa trahison d'autant plus calculée et froide. Il n'était ni dépassé ni acculé par le désespoir. Au contraire, il avait bâti puis entretenu cette double vie avec une discipline implacable pendant 30 ans. Michel a demandé à Alexander s'il avait remarqué des signes avant-coureurs ou le moindre problème d'argent. Alexander a assuré que non, au contraire, les comptes révélaient une situation solide, sans la moindre anomalie. Apparemment, notre père était un gestionnaire hors pair avec ses finances, même si l'honnêteté, elle, n'était vraiment pas son point fort. J'ai senti un nœud à l'estomac en passant en revue ces chiffres impeccables, symboles de toute mon enfance. Les cadeaux d'anniversaire, les listes de fournitures pour la rentrée, les vacances en famille. Tout avait été savamment orchestré pour que chaque foyer ait sa part, sans jamais mélanger les histoires. Cette réalité, mise à nu par les chiffres, rendait tout encore plus douloureux, plus concret. Après la réunion, on a filé prendre un café tous ensemble, parce que personne n'avait envie de se retrouver seul avec ses pensées. Hudson n'en revenait pas et répétait qu'il ne savait plus comment prendre la révélation de la fiabilité financière de notre père. Colin a fait remarquer que, finalement, c'était presque plus facile de n'avoir que de la colère, alors qu'il fallait maintenant admettre qu'il avait, d'une certaine façon, veillé sur nous, même s'il avait menti sur tout le reste. Michel, elle, a souligné que le fait d'avoir assuré le quotidien n'excusait pas la trahison, mais que ça compliquait sérieusement notre façon de faire le deuil. On est resté là, presque 2 heures, à tourner en rond dans nos pensées, essayant d'y voir plus clair. 3 jours plus tard, un numéro inconnu de Californie s'affiche sur mon téléphone. Je décroche, et là, je reconnais la voix de Selena, tremblante mais décidée. Elle me dit qu'elle se sent prête à révéler la vérité à Alana et me demande si je pourrais être joignable en cas de besoin pour accompagner sa fille au téléphone. J'accepte sans hésiter et je lui demande quand elle pense avoir la discussion. Selena m'explique qu'elle compte parler à Alana ce soir-là, après le dîner, et qu'elle aimerait pouvoir m'appeler si jamais sa fille pose des questions ou ressent le besoin d'entendre un de ses grands frères ou sœurs. Je me sens honoré de cette confiance, malgré le contexte. Je lui communique mes disponibilités et lui promets de garder mon portable allumé. Selena me remercie et précise qu'elle s'entoure d'une psychologue pour trouver les mots justes pour parler de tout ça à une préadolescente. Elle raccroche et je passe le reste de la journée à tourner en rond, incapable de penser à autre chose. Vers 8 heures, ce soir-là, Selena rappelle. Sa voix est plus assurée que ce à quoi je m'attendais. Elle m'explique qu'Alana a beaucoup pleuré au début, mais qu'au final elle encaisse mieux que redouté. Ce qui la perturbe le plus, c'est l'idée que son père ait pu mener plusieurs vies parallèles, mais elle n'éprouve aucune colère envers nous. Selon Selena, la préoccupation principale d'Alana, c'est de savoir si elle pourra rencontrer ses grands frères et sœurs un jour. J'ai eu la gorge serrée en entendant ça. J'assure à Selena que ce sera avec grand plaisir et que nous sommes tous prêts à accueillir Alana dès qu'elle le souhaitera. Selena propose de commencer par un appel vidéo. Pour que ce soit moins impressionnant, j'accepte et promets de m'organiser avec Colin, Michel et Hudson. On cale un rendez-vous pour le samedi après-midi suivant. Le jour dit, on se connecte tous les 4 depuis chez nous. Selena s'affiche à l'écran à côté d'Alana, qui paraît à la fois nerveuse et intriguée, ses cheveux bruns attachés en queue de cheval. On garde la conversation légère, on lui laisse poser toutes les questions qui lui passent par la tête, nos âges, où on habite, les choses simples. Elle finit par demander si on a tous le même sourire qu'elle. Michel ne peut retenir ses larmes et lui répond que oui, on partage effectivement ce fameux sourire de travers. Alana esquisse un sourire, aussitôt on reconnaît le même rictus familier de notre père. La conversation dure une 40aine de minutes, jusqu'à ce que la fatigue se lise sur le visage d'Alana. Selena nous remercie chaleureusement pour notre accueil. Une fois l'appel terminé, notre groupe de discussion entre frères et sœurs explose de messages autour de la gentillesse d'Alana et de l'injustice de tout ce qu'elle traversait. 2 semaines plus tard, je reçois un coup de fil d'un avocat, Finn, qui m'annonce qu'il s'occupe de la succession de notre père. Il m'explique que le testament est contesté par des créanciers, qui ont découvert l'existence d'autres héritiers pendant leurs recherches. Finn a besoin d'une tonne de documents sur les 5 familles afin de procéder au partage légal. Je m'engage à tout réunir et à organiser la collecte avec tous les frères et sœurs. Il précise qu'il faudra des actes de naissance, des tests ADN si possible, ou tout document officiel établissant la filiation. Les jours suivants, je m'active avec Colin, Michel et Hudson à compiler tout ça, puis on prend rendez-vous chez Finn la semaine suivante. On se retrouve tous les 4 autour de la table de conférence et Finn nous explique la situation juridique. Seuls les enfants nommés dans le testament ont des droits directs. Mais au vu des preuves, un juge reconnaîtrait sans doute chacun d'entre nous. Il nous demande comment on souhaite procéder pour le partage.
On se regarde tous, puis Hudson propose, très simplement, de partager à 5, avec Alana bien sûr. On acquiesce tous immédiatement, sans l'ombre d'une hésitation. Finn, surpris, note que d'ordinaire, des familles se déchirent pour bien moins que ça. Colin lui répond qu'on a déjà assez perdu, qu'il est hors de question de s'entre-dévorer pour une histoire d'argent. Finn approuve et nous explique qu'il va tout préparer pour un partage à parts égales, en précisant que la procédure risquait de prendre plusieurs mois, mais que notre bonne entente allait certainement accélérer les choses. À la même période, ma mère me confie que le groupe des mères avait invité une psychologue spécialisée dans le deuil complexe à leur rencontre. Elle me dit que ça l'aide à démêler les bons souvenirs du mensonge, à accepter que les deux réalités coexistent sans avoir à choisir entre elles. J'ai été soulagé de savoir qu'elle pouvait compter sur un soutien professionnel, car personne n'est équipé pour traverser seul une tempête pareille. Une semaine après, j'ai pris mon premier rendez-vous avec un thérapeute, Kent, que la psychologue de Selena m'avait conseillé. Je me suis retrouvé un peu perdu dans son cabinet à tenter de mettre des mots sur une crise d'identité qui me dévorait. J'avais la sensation que tous mes souvenirs avec mon père étaient abîmés, mais qu'ils restaient malgré tout bien réels. Kent a pris le temps de m'écouter, puis il m'a offert une perspective qui a bouleversé ma façon de voir les choses. Il m'a assuré que les mensonges de mon père n'annulaient pas la sincérité de l'amour que nous avions partagé et n'effaçaient pas la réalité de nos moments ensemble. Les souvenirs subsistaient, les émotions aussi, même s'ils reposaient sur une trame de tromperie. Il m'a expliqué que j'avais le droit de pleurer à la fois l'homme que j'avais perdu et celui que je n'avais jamais vraiment connu, que je pouvais être en colère contre ses choix tout en continuant d'aimer celui qui m'avait élevé. Cette possibilité de ressentir des sentiments contradictoires m'a soulagé bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. À la sortie de cette première séance, pour la première fois, j'ai pensé qu'un jour je pourrais peut-être trouver un sens à cette histoire insensée. 2 semaines plus tard, Hudson m'a appelé, un peu énigmatique, pour me dire qu'il avait découvert quelque chose chez Véronica alors qu'il l'aidait à faire du tri dans des cartons. Il n'a rien voulu dévoiler au téléphone, mais insistait pour qu'on se retrouve tous ensemble. Ce soir-là, on s'est réunis chez moi, Colin, Michel et moi. Et Hudson est arrivé avec un carnet de cuir marqué des initiales de notre père. Il l'a déposé sur la table basse et on l'a fixé, nerveux, comme s'il pouvait exploser à tout moment. Hudson nous a expliqué que Véronica l'avait gardé avec d'autres affaires, mais n'avait jamais osé l'ouvrir par respect pour notre père. Il était tombé dessus un peu par hasard, cherchant de vieux papiers, et dès la première page j'avais saisi de quoi il s'agissait. Nous nous sommes installés par terre autour de la table, et Hudson a ouvert le carnet au début, sur une première entrée qui datait de 15 ans. Notre père écrivait à quel point il tenait à toutes ses familles, tout en avouant ne pas savoir comment les garder sans mentir. Lire ces mots m'a soulevé le cœur, parce qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait, et, malgré tout, il avait continué. Colin tournait les pages une à une, et on découvrait toute l'organisation de ces 5 vies parallèles. Les soucis de planning, les angoisses chaque fois que ses déplacements se télescopaient, la peur constante d'être découvert. Il disait aimer sincèrement chacune de ses compagnes et de ses enfants, mais se sentir prisonnier du tissu de mensonges qu'il avait construit. Michel a pointé du doigt un passage où il raconte être venu discret à sa remise de diplôme, rempli de fierté, mais aussi de honte, parce que ses demi-frères et sœurs ne connaîtraient jamais ce moment. On voyait bien qu'il avait conscience de la souffrance qu'il infligeait, mais il n'avait jamais réussi à passer le cap de tout avouer, trop effrayé à l'idée de tout perdre. Il expliquait avoir envisagé de le faire plusieurs fois, mais à chaque fois, il reculait au dernier instant. Lire toutes ces excuses me mettait hors de moi. Il avait eu tant d'occasions de réparer, et à chaque fois, il avait préféré la facilité à la vérité. Hudson est tombé sur une entrée d'il y a 3 ans, où notre père avait écrit tous nos prénoms, accompagné du souhait qu'un jour, on apprenne à se connaître. Il pensait qu'on s'entendrait sûrement bien, et confiait éprouver une immense culpabilité à nous avoir tenus à l'écart. Savoir qu'il ressentait ce besoin d'être reconnu pour son regret, mais n'avait jamais agi en conséquence, m'a fait trembler les mains. Plus loin, Michel s'est arrêté sur une page écrite 2 mois avant sa mort. Notre père expliquait vouloir révéler la vérité à tous ses enfants, ne pas laisser le secret lui survivre, dire enfin les choses tant qu'il lui restait du temps. Mais il ajoutait, résigné, qu'il n'avait pas le courage d'aller au bout, qu'il préférait attendre encore un peu. Cette note-là datait de 6 semaines avant l'accident de voiture qui l'a emporté. Après avoir tourné la dernière page du carnet, le silence s'est imposé entre nous, écrasant. Rien à dire pour essayer de donner un sens à tout ce qu'on venait de découvrir. On voyait bien que notre père nous avait aimés, mais il avait aussi été trop lâche pour assumer ses choix et préférer la franchise à sa peur d'être rejeté. Colin a soufflé qu'au moins, on savait qu'il avait pensé à tout nous dire un jour, mais Michel lui a lancé qu'y avoir pensé sans agir, c'était presque pire que de n'y avoir jamais songé. J'ai soutenu Michel, parce que notre père avait beau détailler sa prise de conscience et sa culpabilité, il avait continué à nous mentir jusqu'au bout.
Hudson a refermé le carnet et a demandé ce qu'il convenait d'en faire. La discussion a duré plus d'1 heure sur la question de savoir si Alana devrait, un jour, connaître toute la vérité. Selena nous a laissé pleine liberté de décider ce qu'il serait juste de dire à sa fille sur notre père. Pour Michel, Alana avait le droit de tout savoir un jour, mais, de mon côté, je trouvais 12 ans bien trop jeune pour qu'elle affronte un tel choc concernant ce père qu'elle aimait et en qui elle avait confiance. Colin a suggéré de mettre le carnet en lieu sûr et de donner à Selena le choix du bon moment pour le partager avec Alana. Hudson a approuvé, proposant même d'attendre qu'elle soit majeure, voire plus. Nous avons appelé Selena en visio, lui avons montré le carnet, lu quelques extraits pour qu'elle mesure la portée du contenu. Elle a fondu en larmes, puis nous a remercié de protéger Alana d'informations qui, pour l'instant, ne feraient que la blesser. Selena nous a exprimé sa confiance, nous laissant le soin de juger ce qui serait mieux pour sa fille, le moment venu. D'un commun accord, nous avons décidé de placer le carnet dans un coffre auquel seuls les 4 aînés auraient accès, en nous promettant de reparler de tout cela quand Alana serait plus grande. Cette conversation remontait à mars, 9 mois après la première fois où j'avais remarqué le tatouage de Colin à la salle de sport. 6 mois plus tard, nous avons organisé une cérémonie commémorative pour notre père, réunissant les 5 familles. Aucune des mères n'avait voulu s'en charger, le deuil étant trop compliqué à porter seul, alors c'est nous, les 4 frères et sœurs adultes, qui avons tout pris en main. Nous avions loué une salle communale à Portland, un point de rencontre pratique pour la majorité des familles, et envoyé des invitations à chacun. Le jour de la cérémonie, une atmosphère étrange régnait. Nous venions pour évoquer un homme qui, au fond, avait blessé chaque personne présente. Ma mère est arrivée accompagnée de celle de Colin. Elle s'était rapprochée au fil des réunions du groupe de soutien. La mère de Michel l'avait rejointe et Veronica était venue de Denver avec Hudson. Selena, elle, était montée de Sacramento avec Alana qui, face à ce bain de nouveaux visages, semblait un peu impressionnée. Nous avions disposé tout autour de la pièce des photos de notre père, issus des 5 familles, qui retraçaient visuellement une chronologie de sa vie. Un assemblage jamais encore vu comme tel. En parcourant du regard ces images, chacune le montrant avec une famille à une autre époque, j'ai été frappé par l'ampleur de sa duplicité. Quand la cérémonie a débuté, l'ambiance était maladroite, personne ne trouvant vraiment comment rendre hommage à quelqu'un qui nous avait tous trahis à sa façon. J'ai pris la parole le premier, expliquant que nous étions là pour reconnaître à la fois l'amour reçu et les blessures causées par ses choix. J'ai repensé à ces moments simples où il m'apprenait à faire du vélo ou m'emmenait à mes matchs de baseball lors de ces passages. Des souvenirs sincères, même s'il côtoyait tant de mensonges. Colin a enchaîné avec une histoire de camping et de pêche, rappelant à quel point ces instants avaient compté pour lui, même si nous savions à présent qu'ils avaient eu leur pendant auprès d'autres enfants dans d'autres familles. Michel a pris le relais, confiant que notre père avait toujours encouragé son goût pour l'art, lui répétant qu'elle pourrait devenir qui elle voulait. Sa voix s'est brisée quand elle a avoué qu'elle aurait préféré qu'il ait le courage d'être honnête plutôt que d'être seulement gentil au prix de la trahison. Hudson, à son tour, a partagé un souvenir d'exposé scientifique, racontant comment notre père était resté debout toute la nuit pour l'aider à tout préparer. Il a confié qu'il apprenait désormais à séparer le bon père qu'il avait connu de l'homme faillible, capable de si mauvais choix. Puis Alana s'est lancée. Mon papa faisait les meilleures crêpes, il les découpait en forme rigolote, juste pour me faire rire. Elle a ajouté qu'il lui manquait, qu'elle aurait tellement aimé qu'il soit encore là, même si, au fond, elle lui en voulait pour ses mensonges. Un sourire s'est esquissé sur tous les visages, à travers les larmes, tant sa sincérité faisait écho à ce que chacun ressentait, sans pouvoir toujours l'exprimer avec autant de simplicité. Après la cérémonie, nous, les 4 frères et sœurs, nous sommes retrouvés à part. Hudson a lancé l'idée de se réunir chaque trimestre, histoire de garder le contact. Il a dit « On n'a pas choisi cette famille, mais elle existe, à nous d'en faire quelque chose de beau ». Michel a proposé de créer un album photo en ligne où chacun pourrait ajouter des images de la vie éclatée de notre père. Une manière, selon elle, d'assumer toute la complexité de la vérité plutôt que de se cacher derrière une version unique et mensongère de son histoire. Colin et moi avons approuvé sur le champ. Il nous paraissait essentiel de tout garder plutôt que d'effacer des pans de sa vie. On s'est promis de rester soudés et de veiller les uns sur les autres, quoi qu'il advienne. 9 mois après ce premier regard sur le tatouage de Colin à la salle, je me retrouvais chez moi, à contempler sur mon avant-bras le visage de mon père. Il était là, fidèle à l'image que j'en avais, mais mon propre regard sur lui avait changé. Il avait été égoïste, lâche même, prêt à tout pour ne pas perdre l'un d'entre nous, quitte à tout détruire. Et pourtant, il y avait eu de l'amour, réel dans sa maladresse, qui m'avait donné 4 frères et sœurs capables de comprendre ce que personne d'autre ne pourrait jamais saisir. Je repensais à Alana,
qui avait demandé si nous avions tous le même sourire, et je me disais que oui. Nous avions hérité de notre père à la fois un amour vrai et des blessures profondes. J'apprenais à vivre avec cette ambiguïté, aimer quelqu'un qui avait fait tant de mal, accepter ces deux vérités sans essayer de les réconcilier de force. Mon tatouage resterait toujours un rappel de mon père, mais il incarnait aussi Colin, Michel, Hudson et Alana, cette famille improbable, née des ruines, qui avait décidé de construire autre chose ensemble.